Bonjour à tous, nous sommes vendredi et vous le savez, c'est l'occasion de s'enrichir d'une nouvelle rencontre dans Smart Tech. Alors aujourd'hui, mon invité est une personnalité que vous avez forcément déjà vue, lue ou entendue. Il est écrivain, conseiller, économiste, entrepreneur, serviteur de l'État aussi. Et un sentiment d'urgence face à la brièveté de la vie lui fait poser sa marque sur son temps avec une obsession d'être utile. En sa compagnie, je vous propose que l'on nourrisse nos réflexions autour de 3 sujets. D'abord, les réseaux sociaux et leur puissance d'attraction, mais aussi leur force de déstabilisation. Ensuite, la nouvelle économie et notre quête de souveraineté numérique. Et enfin, le futur qui reste entièrement à créer. Alors la méthode de mon invité, comme il l'explique dans ses nombreux ouvrages, pour prévenir le devenir, c'est de remonter dans l'histoire. Ce sera donc une grande interview que nous conjuguerons au passé, au présent et au futur, celle du président de Positive Planète, Jacques Attali, dans quelques instants. Et puis l'émission se refermera sur un nouveau rendez-vous. C'est le grand rendez-vous dans l'espace. Aujourd'hui, il est dédié à une start-up qui a choisi Ariane Space pour ses nanosatellites. Mais tout de suite, donc place à la grande interview passé, présent, futur de Jacques Attali. Alors nous sommes connectés avec Jacques Attali. Bonjour, merci beaucoup d'être relié à nous par la visio aujourd'hui. Bonjour Jacques Attali. Bonjour Delphine. Bienvenue dans Smart Tech. Bon, impossible de vous présenter en 2 mots. Alors, si je devais résumer, polytechnicien, énarque, écrivain, économiste, conseiller spécial aussi du président de la République François Mitterrand, on s'en souvient tous. Fondateur de 4 institutions internationales, d'abord Action contre la faim et puis Eureka, qui est un programme européen sur les nouvelles technologies, à qui l'on doit notamment d'ailleurs l'arrivée du MP3. Également la BERD, la Banque européenne de reconstruction pour la reconstruction et le développement, et puis Positive Planète, dont vous êtes encore le président. On peut présenter Positive Planète comme une organisation à but non lucratif qui soutient la création d'entreprises contre la pauvreté. Vous êtes inscrit dans cette démarche tout au long de votre parcours. Alors, vous avez également une autre facette de votre vie qui consiste à diriger des grands orchestres à travers le monde. On va découvrir ça en images. Impressionnant, Jacques Attali. J'imagine que c'était un grand moment pour vous de diriger un orchestre sur ce morceau magnifique de Mozart. C'est quelque chose. Enfin là, c'est un morceau très facile à diriger, mais c'est toujours une grande joie de diriger un orchestre. Je fais ça hors Covid 10-12 fois par an et j'ai la chance d'être invité un peu partout à travers le monde, mais c'est en effet la preuve que quand on veut et qu'on prend le temps de le faire, on peut, voilà. En dehors de mes activités que vous avez citées, et puis d'autres, puisque je dirige aussi une activité de conseil et d'investissement dans des startups, la musique occupe une grande partie de ma vie et la direction d'orchestre est vraiment une joie extrême dans sa complexité et dans sa profondeur. Mais évidemment, entre diriger la petite musique de nuit qui est très facile, ou comme j'ai essayé récemment de diriger le concerto pour violon de Sibelius, il y a un monde. Voilà. Alors, quand je disais que tout le monde vous a forcément au moins vu, lu, entendu, à cheval en plus, entre 2 siècles finalement, vous êtes une personnalité qu'on qualifie d'influente. Est-ce que ça porte pour vous la même signification que ce qu'on entend aujourd'hui par le mot influenceur? On est dans une société aujourd'hui qui promeut énormément les influenceurs, l'influence à travers les réseaux sociaux. Vous faites le parallèle ? Est-ce qu'on peut dire que Flaubert a été un influenceur, que Léonard de Vinci était un influenceur, sans vouloir me comparer à ces géants-là? Toute personne qui tente de laisser une marque, aussi infime soit-elle, sur son environnement familial ou autre, est un influenceur. Moi, j'ai eu beaucoup d'influenceurs dans ma vie, à commencer par les instituteurs qui ont accompagné ma prime jeunesse. Donc, réduire ce mot à quelques rappeurs ou même non-rappeurs qui sont j'aime beaucoup le rap, qui sont des panneaux, ou à ceux qui sont que des panneaux publicitaires sur Instagram, c'est pathétique.
l'influence. J'avais écrit un livre d'ailleurs où j'avais créé ce mot de un homme d'influence, et c'était à propos d'un grand banquier anglais. L'influence, c'est quelque chose qui s'exerce à chaque instant. Un homme sur sa compagne, une compagne sur un homme ou plusieurs, et réciproquement. Enfin, c'est la définition même de la nature humaine et de la relation. Alors, quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Jacques Attali ? Je les suis, je suis un très grand adepte de Twitter, qui est vraiment une source d'information formidable, à condition de bien suivre. On vous fait une revue de presse sur Twitter, donc je la suis beaucoup. Je suis très suivi sur Twitter et sur LinkedIn, donc c'est une façon aussi d'exprimer mes idées. J'ai abandonné Facebook parce que c'était un lieu d'absurdité pour moi. Je regarde un peu Instagram, où je déteste tout le narcissisme. Ce qui me gêne dans les réseaux sociaux, comme tout le monde, c'est évidemment les fausses nouvelles. J'ai écrit tout un livre sur l'histoire des médias, où on voit que les réseaux sociaux s'inscrivent comme une phase de cela. Moi-même, je suis victime souvent de fausses citations. Alors, quand on vous dit « vous avez dit ça » et que c'est complètement imaginaire, comment voulez-vous répondre à quelque chose qu'on n'a pas dit? Donc je ne réponds pas. Ma règle, c'est de ne pas répondre aux fausses citations de moi. Plus généralement, je crois que les réseaux sociaux sont un service public et devraient obéir aux règles du service public, c'est-à-dire être pourchassé pour les mensonges qu'ils véhiculent, ne pas laisser s'exprimer des choses inacceptables et des sources de violence, mais c'est très difficile de laisser ça à des sociétés privées. On le voit bien en Chine, où le gouvernement totalitaire a choisi de mettre au pas ces réseaux sociaux, ce qui était inévitable. Et ce que les États-Unis devront faire s'ils ne veulent pas que les réseaux sociaux mettent au pas le gouvernement américain. Oui, ça c'est la question, la grande question aujourd'hui qui agite aussi la France, hein, avec la régulation d'Internet et des plateformes. On voit le CSA à qui l'on a confié de nouvelles prérogatives et qui va pouvoir travailler sur le sujet. La lutte contre la désinformation, c'est la principale mission qu'on devrait se fixer aujourd'hui pour réguler ces plateformes? Oui, la première chose qu'il faut faire, c'est lutter contre le faux, lutter contre le mensonge. Et ça commence à l'école, ça commence dans la famille. Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge? Qu'est-ce que c'est que le vrai? Distinguer le vrai, l'opinion et la croyance, qui sont trois choses différentes et qu'on devrait enseigner à l'école, et qu'on enseigne d'ailleurs à l'école. Mobiliser les universités, qui devraient, dans leurs quelques rares heures de loisirs, être utilisées aussi, les universitaires aussi, à pourchasser les fausses nouvelles. C'est un enjeu absolument fondamental. Il n'y a pas de démocratie si la vérité n'est pas défendue. Donc c'est à mon avis clé. Et les réseaux sociaux sont un démultiplicateur de fausses nouvelles. Mais les fausses nouvelles, dans le livre que vous venez avoir la gentillesse de montrer, je l'ai expliqué, il y a des fausses nouvelles depuis l'Antiquité. La bataille d'Actium, au début de notre ère, a été gagnée sur une fausse nouvelle. A été lancée, déclenchée et gagnée sur une fausse nouvelle. Donc c'est pas nouveau, les fausses nouvelles, tout au long de l'histoire. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux les multiplient et ils vont beaucoup plus vite à se répandre, ils sont beaucoup plus crus. Et puis, c'est presque impossible pour qu'un individu, je suis moi, parmi d'autres, confronté à cela, je le disais tout à l'heure, quand vous avez une fausse nouvelle contre vous, vous ne pouvez pas passer votre vie à y répondre, ça n'a pas de sens. Et alors elle s'installe comme une fausse vraie nouvelle. Oui, c'est ça, avec des conséquences qui peuvent parfois être importantes. Alors, en l'occurrence, la fausse nouvelle dont vous parlez vous concernant, c'est au sujet d'un texte qui a été tronqué, modifié et qui imagine que vous auriez prédit une pandémie visant à réduire la population. C'est complètement ubuesque comme histoire. Et donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de moyens de lutter contre ça? Oui, on m'a appris hier que ce texte était repris comme étant de moi dans plusieurs pays étrangers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce texte n'existe pas. On le présente maintenant, soit sorti d'un livre que j'ai écrit en fait en 93. Celui-là, il est prétendu être écrit en 80, ça n'a pas de sens. C'est totalement imaginaire. Mais à partir du moment où vous faites bien les choses, vous le présentez avec une couverture de livre, avec un texte écrit dans le même caractère que ceux d'un livre, vous gagnez en crédibilité. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des armes juridiques aujourd'hui contre la diffamation, par exemple.
Procès en diffamation, j'en ai fait plein sur cette histoire. Je les ai toujours tous gagnés naturellement, mais ça prend 3 ans. C'est ça, c'est un problème de vitesse aujourd'hui avec les réseaux sociaux et peut-être que la loi sur la presse n'est plus forcément très adaptée à notre nouveau monde. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre de la société, les réseaux sociaux ? Ils disent une accélération. Ils disent l'accélération de l'histoire, une réduction du temps de concentration aussi. Ils disent quelque chose de très positif qui est la globalisation des idées, que même les dictatures les plus fermées ont le plus grand mal à empêcher des nouvelles de circuler. Ils disent que nous sommes une planète minuscule dans laquelle tout communique et tout s'échange dans un grand chaos pour l'instant et dans lequel une réglementation planétaire de la vérité et de la défense du vrai, du scientifique, du réel, doit être installée. Et ça plaide de plus en plus encore, comme dans beaucoup d'autres domaines, comme dans celui de la santé, sur la mise en place de réglementations internationales. Alors on le voit aujourd'hui avec les Jeux Olympiques ou avec les Coupes du Monde de football. Il est possible dans le football ou dans les Jeux Olympiques de faire des règles mondiales. Pourquoi est-ce qu'en matière de vérité, qui est un domaine beaucoup moins important, je le comprends, que le football, on ne pourrait pas faire autant aussi bien? Est-ce qu'ils disent aussi quelque chose sur notre économie? Parce que finalement, ces pensées, ces idées qui sont véhiculées à travers le monde sont portées par très peu de plateformes et d'acteurs économiques. Oui, ils disent que nous sommes dans une économie de plus en plus planétaire. Ce qu'on appelle nouvelle économie, c'est un truc qui date de 1950. Hein. Elle ne cesse d'être la nouvelle économie, effectivement. Oui, c'est rien de nouveau. Hein. Le premier micro-ordinateur, le premier ordinateur, c'est dans les années 40 et le premier micro-ordinateur, c'est dans les années 70. Donc, ça n'a rien de nouveau. Si on veut chercher nouveau, il faut regarder biotech, nanotech, biomimétisme et autres sujets qui sont vraiment ceux de l'avenir. Et en nouvelle technologie, il faut regarder hologramme et jeux vidéo. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup en ce moment aux jeux vidéo, parce que je considère que dans une société qui est de plus en plus attirée par la distraction pour ne pas voir les problèmes, qui a de plus en plus de mal à se concentrer, beaucoup de choses passent par le jeu. Et même le cinéma est en train de basculer dans le jeu. C'est le jeu vidéo qui remplace de plus en plus le cinéma comme art, et le jeu vidéo devient un véritable art. Ça m'intéresse beaucoup à suivre. Et comme les jeux ont été une activité humaine très, très passionnante depuis bien avant le jeu d'échecs. Alors on va reparler du jeu vidéo parce que je trouve que c'est intéressant justement pour penser ensemble le futur qui reste à créer. Mais je voulais rester sur la question économique. Aujourd'hui, on a une forte préoccupation en France sur la question de la souveraineté numérique qu'on court après sans cesse. Alors chacun y voit la bonne méthode à employer. Moi, ma question, c'était, vous avez conseillé un président de la République au début des années 80. Est-ce que cette révolution technologique, ça faisait partie des sujets, par exemple, que vous adressiez avec le président François Mitterrand? Est-ce qu'on a raté quelque chose à un moment? C'est la raison d'être de Ricard, c'est de créer une souveraineté technologique européenne. C'est pour ça que j'ai eu cette idée et que j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui ont pu créer ce projet. Aujourd'hui, oui, une souveraineté européenne, une souveraineté numérique est absolument nécessaire. Elle ne peut être qu'européenne. Et elle sera européenne si elle passe par un sujet qui, à mon avis, est la seule façon de la faire, c'est la défense. Si on prend confiance en nous et conscience que les Américains ne seront plus là pour nous défendre, comme l'ont montré récemment les exemples afghans et quelques autres, les Européens vont finir par accepter de se défendre. Et pour ça, ils vont commencer, et ça commence à une vitesse trop lente à mon avis, à créer une industrie de la défense. Et les industries technologiques sont des sous-produits ou des dimensions de l'industrie de la défense. C'est triste, mais c'est comme ça, aux États-Unis comme ailleurs. C'est par la défense que commence une politique industrielle. Parce qu'on accepte plus facilement de mettre de l'argent public pour construire des armes que pour construire des charrues.
Or, les technologies militaires peuvent servir aussi bien à construire des armes que des charrues dans le monde des charrues d'aujourd'hui. Et donc, c'est par l'industrie de la défense que commencera une politique industrielle européenne, si elle commence. On le voit avec ce qui se passe avec les tentatives sur l'avion de combat, etc. Sur le digital aussi, de défense. Et je pense que les pays européens finiront par faire cela et donc comprendront que la souveraineté numérique est une clé de la défense. D'autant plus, évidemment, que la question numérique est aussi une question de sécurité militaire. Alors on va enchaîner avec le futur, parce qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps ensemble, Jacques Attali. Donc en 1998, vous publiez le dictionnaire du 21e siècle. Le futur vous a toujours passionné, cette envie de voir ce qui va se passer demain? Oui, j'ai publié ce livre-là. J'ai publié un autre livre qui m'est très cher, qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir, où j'ai raconté en 5 étapes ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Et malheureusement ou heureusement, je ne me suis pas trop trompé. C'est-à-dire déclin de l'Empire américain, croissance et puissance des entreprises contre les États, tentative de quelques nations comme la Chine de prendre le pouvoir contre les États-Unis qui échoueront, grand chaos général et mise en place d'une démocratie planétaire. Voilà les 5 étapes, en espérant qu'on évitera quelques-unes des dernières et qu'on arrivera plus vite à la dernière avant les autres. Pour l'instant, si j'ose dire, le schéma se déroule. C'est toujours quand même un exercice très risqué, parce que vous avez noté d'ailleurs quelques bêtisiers de prédictions qui étaient tombés à côté. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que vous aviez imaginé l'an 2000 parfois un peu différemment de ce à quoi il ressemble? Sur un point précis, dans un livre que j'ai publié il y a longtemps, qui était assez juste, s'appelait Ligne d'horizon, où je disais des choses assez justes, puisque je parlais bien avant que ça existe du téléphone portable, de YouTube, d'Internet, mais je me suis trompé complètement en disant que le basculement qui allait avoir lieu des États-Unis vers l'Asie, sur lequel je ne me trompais pas, serait au bénéfice du Japon et pas de la Chine. Alors ça a été un peu au bénéfice du Japon, beaucoup au bénéfice de la Chine, même si je persiste à penser que la Chine ne sera pas une superpuissance qui remplacera les États-Unis pour mille et une raisons. De toute façon, l'histoire n'est pas terminée. Alors, est-ce qu'on est capable facilement d'imaginer ce futur? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour créer de nouveaux imaginaires? On a l'impression finalement qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'imaginer d'autres champs des possibles. C'est très intéressant de me poser cette question. C'est le cours inaugural que je fais la leçon inaugurale de rentrée de Sciences Po ce soir, exactement sur ce thème. Donc je fais une petite répétition en 2 minutes avec vous. Super. Il faut faire flèche de tout bois. La science-fiction est très importante. L'histoire est fondamentale. Il faut prendre conscience de ce que l'histoire nous apprend beaucoup de choses qui sont des grands invariants. De même dans notre vie personnelle. Si on veut prévoir son propre avenir, il faut commencer par se dire qui suis-je, qu'est-ce que j'ai été, qu'est-ce qui ne bouge pas en moi. Ensuite, il faut essayer de comprendre quelles sont ses forces et ses faiblesses, physiques et intellectuelles. Et ensuite, c'est de savoir ce que font penser ses ennemis ou son environnement. Et enfin, se demander si on a un projet. Si on répond à ces 5 questions, mon passé, mon état de santé intellectuelle et physique, le comportement des autres, les événements qui peuvent me nuire et quel est mon projet, on arrive à peu près à construire ce que j'appelle un devenir soi, individuel ou d'entreprise ou d'une nation. Bon, c'est très rationnel. Et évidemment, l'histoire ne se passe jamais d'une façon rationnelle, mais ça peut aider quand même. C'est mieux en tout cas que l'astrologie, les lignes de la main, le tirage au sort ou autre chose qui ont été faites depuis des millénaires. Des bases un peu plus solides. Après, il y a, vous l'avez cité, la science-fiction. Je sais que vous êtes un passionné de science-fiction. Et puis, la science-fiction nous parle beaucoup d'un avenir dans lequel on vivra dans un métaverse, finalement, des mondes virtuels qui vont s'entrecroiser, dans lesquels notre avatar pourra mener une vie, évoluer comme dans la vie physique. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs ce film Ready Player One de Spielberg, mais finalement la vie réelle est tellement triste et sans intérêt que les citoyens préfèrent vivre dans ce monde virtuel qui est un jeu vidéo. Oui, c'est un grand fantasme général que d'avoir son propre avatar. J'avais écrit un roman qui s'appelait Il viendra, dans lequel j'avais inventé le concept de clone image, c'est-à-dire un hologramme en quelque sorte.
un clone de soi qui soit un hologramme. Et en effet, on a tous rêvé d'avoir un double de soi qui nous permet d'être immortels par une résurrection soit métaphysique, soit technologique. C'est le fantasme absolu de l'immortalité, puisqu'au fond, tout tourne autour du rapport à la mort. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le résumer à une seule question: qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de la mort? Et nous avons tous, d'une certaine façon, à trouver un sens, à donner un sens à la mort. Les femmes, c'est plus facile que les hommes à cause de la maternité, d'une façon simpliste, je simplifie ici. Mais nous avons tous à donner un sens à l'immortalité. Et pour ça, c'est vrai que l'hologramme fournit une porte de sortie qui va passer par les jeux vidéo, mais qui ira, je le raconte dans ce livre sur les médias, on aura un jour, à Dieu ne plaise, une Delphine Sabatier virtuelle qui interrogera un Jacques Attali virtuel, et on ne saura pas si c'est vous ni si c'est moi, parce qu'on sera vraiment très, très, très bien imité, et on nous fera dire différentes choses qu'on n'a pas envie de dire. Donc on voit bien les limites de cet exercice, mais ça viendra, ça viendra. C'est fascinant. On va terminer avec une question très très courte, un petit peu plus personnelle peut-être, même si toute l'interview était très personnelle finalement. Si vous pouvez répondre aussi rapidement, c'est un format très express. Je vous lance sur un mot. Le premier, c'est vos rêves, Jacques Attali. Mes rêves, c'est qu'après moi, le monde soit plus vivable. Vos peurs? C'est qu'après moi, le monde soit moins vivable. Des interrogations? Est-ce que je vais encore avoir le temps de continuer à être utile? Est-ce que vous avez une idée fixe, justement? Ne pas faire du mal. Et le futur, vous l'imaginez comment, alors? La France hier a fait un catastrophique match de foot. Donc je prends souvent l'exemple du foot pour dire qu'on n'est pas des spectateurs du match, on est des joueurs. Donc le futur, je l'imagine comme les joueurs le joueront. Et donc j'essaye de jouer mon rôle en tant que joueur. Alors peut-être un peu sur la touche, mais sur la touche non pas comme spectateur, mais comme entraîneur, disons. Merci beaucoup, Jacques Attali, pour votre temps et la réponse à toutes mes questions. En préparant cette interview, j'ai évidemment dû faire des choix dans les sujets que je voulais aborder avec vous. Donc, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour ouvrir encore la discussion et enrichir nos réflexions avec vous. Merci, Jacques Attali. Pardon ? Oui, par une fiction, si je peux profiter d'une seconde pour conseiller un roman. Je vous conseille à tous, et à vous en particulier, le problème des trois corps d'un très grand auteur chinois. Si on veut comprendre quelque chose au monde chinois et au monde qui vient, il faut lire un livre qui se passe dans 4 siècles et qui est absolument extraordinaire. Je vous préviens, c'est 3 tomes de 800 pages. Ça ne me fait pas peur. Merci pour cette recommandation. Alors, merci Jacques Attali. Je vous laisse partir à votre rendez-vous. Nous, on en a un avec l'espace dans Smartech et vous allez découvrir avec Cécilia Sévry. Et puis ensuite, ce sera le week-end. On se retrouve lundi. À très vite. Bonjour à tous, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous Smart Space, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à 100% au business spatial et à l'exploration de l'espace. Je suis avec mes deux invités qui nous ont rejoints en plateau. On commence par Clément Gallic, cofondateur d'Unseen Labs, start-up française qui envoyait dans l'espace ses propres nanosatellites dédiés à la surveillance des navires en mer. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Avec vous également Marino Franito, directeur de la business unit de la fusée Vega. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Alors la fusée Vega, c'est le lanceur léger d'Arianespace pour l'Agence spatiale européenne, développé sous maîtrise d'œuvre italienne. C'est ce même lanceur qui a envoyé en orbite terrestre dans la nuit du 16 au 17 août dernier votre dernier satellite chez Unseen Labs, qui jusqu'alors avait été lancé par Rocket Labs pour les 2 derniers lancements, qui est donc une entreprise américaine. Alors ma première question, pourquoi cette fois-ci vous avez choisi Arianespace ? Alors, pour de multiples raisons. Déjà, nous, on a un calendrier d'accès à l'espace, parce que derrière nos satellites, on fait du business, et il faut qu'on déploie notre constellation. Pour rappel, on fait l'interception de signaux radio depuis l'espace, donc on a besoin d'avoir des accès réguliers et rapides à l'espace. Et là, il se trouve que la fusée de Vega partait au bon moment, au bon endroit, parce qu'une des propriétés de Vega aussi, c'est que l'orbite n'est pas fixe. Oui. On peut avoir des orbites multiples. Donc, typiquement, là, on est avec le Pléiade d'Airbus, qui n'est pas du tout sur la même orbite que nous. Mais Vega a la capacité de changer d'orbite et de réinjecter le satellite sur des orbites dédiées aux clients. C'était au bon moment, comme je le disais. Contractuellement, c'était très bien. Et surtout, pour nous, c'était aussi l'intérêt de valider une solution européenne
d'accès à l'espace qui permet de s'affranchir des contraintes de frontières, franchissement de frontières, des contraintes d'export, etc. Et vraiment pour garantir aussi peut-être des projets souverains. Oui, il y a un enjeu de souveraineté dans ce choix. C'est ça. Donc il y a une volonté. Alors j'ai lu aussi dans plusieurs de vos interviews qu'il y avait une question de propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors c'est la propriété intellectuelle dans le sens où nous, nos charges utiles, donc la charge utile, c'est l'instrument qui va observer la Terre pour rendre le service. Donc nous, c'est des antennes, le traitement électronique, etc. C'est très protégé. C'est un secret qu'on garde chez Unseen Labs. On est les seuls à opérer ce type de charge utile en orbite. La problématique, on va en parler des frontières, c'est qu'on passe des scanners. On franchit des pays qui ne sont pas forcément très regardants sur l'utilisation des images qu'on peut avoir des satellites. Et donc, moins on va franchir de frontières, moins on va aller dans des pays autres que des pays européens, plus on va limiter les risques de fuite d'informations sur nos satellites. Ça vous permettra de protéger votre Exactement, c'est la protection du secret industriel de la société. Marino Franito, la concurrence est rude avec vos homologues américains ? La concurrence est rude, oui. Disons que tout le monde connaît SpaceX, donc je pense que Elon Musk a fait effectivement... on doit aussi remercier Elon Musk pour ce changement qui est en cours dans le monde de l'espace, dans la nouvelle technologie et tout ça. Et puis, il y a eu effectivement une grosse montée de projets, même dans les lanceurs. D'abord aux États-Unis, maintenant ça commence un peu aussi en Europe. Donc, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'intérêt dans le New Space, dans les projets, dans tout ce que l'espace peut faire pour notre vie sur Terre. Donc oui, la concurrence commence à être un peu plus difficile pour nous, mais... Qu'est-ce qui vous différencie ? Vous aviez parlé tout à l'heure, Clément Gallic, de la mise en orbite. C'est là toute la différence ? Avec Rocket Lab ou SpaceX, par exemple ? Oui, alors là, moi je pense qu'il y a... D'abord, il faut se rappeler du point de départ. Donc Arianespace, ça a été le leader mondial pendant 40 ans. Il n'y avait pas de concurrence pratiquement en face. Donc... on a lancé tous les satellites télécoms pour toutes les plus grandes entreprises du monde. SpaceX est arrivé, donc on a un grand concurrent en face. Maintenant, les petits satellites, c'est un nouveau monde. C'est vraiment un nouveau secteur qui commence à naître, à grandir et tout ça. Donc, il y a effectivement des petits lanceurs qui ont commencé à s'affirmer, comme Rocket Lab. Donc, et je dois dire même que le premier petit lanceur européen, donc c'était Vega. Et quand Vega est né, il n'y avait pas beaucoup de petits lanceurs. Il y avait le PCRB indien. Oui. Mais il n'y avait pas beaucoup de concurrence même sur ce secteur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de satellites. Donc oui, mais ils sont arrivés très vite. Ne marchait pas, n'existait pas, quoi. Donc aujourd'hui, l'atout de Vega, c'est quoi ? L'atout de Vega, c'est que c'est un lanceur très flexible, comme Clément le disait. On est capable, dans la même mission, d'envoyer des satellites sur des orbites différentes, multiples, donc de servir un petit satellite de la même façon qu'un lanceur petit dédié comme Rocket Lab. Donc, on fait pratiquement, pour Unseen Labs, c'est pratiquement la même mission. On arrive à atteindre les mêmes objectifs avec Vega qu'avec un petit lanceur. Avec la différence que nous, on arrive à faire des lancements groupés. Donc, on arrive à mettre plusieurs petits satellites à bord avec un satellite principal ou uniquement avec des petits satellites comme on a fait sur le premier vol SSMS. Et donc, on arrive à atteindre un niveau de coût et de prix plus bas, plus intéressant pour nos clients. Mais je veux dire, je ne veux pas parler uniquement de prix et de coût, parce que je pense que ce qui nous différencie effectivement de la concurrence, c'est le niveau de service qu'Arianespace a développé pendant 40 ans. Et service, ça veut dire le suivi du client, des exigences du client, de la mission, réaliser la mission dans les bonnes exigences techniques et programmatiques, de planning, Et avec ça va aussi avec le site de lancement de Kourou, qui est, à mon avis, le meilleur site de lancement du monde que la France a développé et dont l'Europe profite aujourd'hui. D'abord avec Vega, peut-être demain aussi avec d'autres petits lanceurs européens. Oui, on va revenir sur ce sujet. Donc on ne peut pas résumer en disant qu'un bon lanceur aujourd'hui, c'est un lanceur à bas coût avec ce nouveau marché ?
Absolument non. Je pense que... je ne sais pas si la question, c'est surtout pour Clément, et puis je peux rebondir. Oh non, le prix n'est qu'un des facteurs, on ne va pas se mentir. De toute façon, tout le monde avait annoncé une contraction forte des prix avec les nouveaux entrants. Nous, quand on a commencé la société en 2015, tout ce qui était annoncé, c'était une division par 2, par 3 du prix des lancements. On ne l'a pas vu. On ne va pas se mentir. Les options de tir se sont multipliées, mais aussi les demandes ont explosé. Donc les prix ne baissent pas, ce qui est presque logique. Ça va peut-être baisser plus tard, on ne sait pas, avec les acteurs européens, on verra. Donc ce n'est pas forcément ça. Alors évidemment, le prix joue. Mais quand on est une start-up, ça ne peut que jouer. Oui, mais c'est pas ça c'est pas que ça. On va dire. Nous, l'objectif est de déployer une constellation pour Unseen Labs. On fait de la surveillance maritime, donc on est capable de voir tous les bateaux, qu'ils le veuillent ou non, pour faire très simple. Donc on a besoin de déployer de 20 à 25 satellites. Donc on a vraiment besoin d'accès au marché. Et accès au marché au bon endroit, au bon moment, comme on le disait tout à l'heure. Donc en fait, le tir, évidemment, si on nous propose des choses totalement folles, des prix exorbitants, on ne va pas y aller. Ceci dit, l'offre est assez nombreuse pour avoir une certaine concurrence dans les prix et avoir une certaine homogénéité quand on cumule un petit peu tous les services autour. Donc ce n'est pas le premier facteur. Okay. Le vrai facteur, ça va être la simplicité, on ne va pas se mentir, de contractualiser. C'est pas forcément facile avec tous les lanceurs. Ça va être les garanties aussi du lanceur, parce que nous, c'est bien d'arriver en orbite, mais on arrive au bon endroit. Donc voilà, c'est ça aussi le côté sérieux. Et puis la fluidité dans le process. Nous, on a beaucoup de satellites à envoyer. C'est pas comme si on en tirait un tous les 5 ans, où on peut se permettre de passer des mois, organiser les choses et tout. Non, il faut que ça avance. Il faut que ça avance dans le planning, dans le timing, et comme nous, on en a besoin. Donc c'est vraiment ça, les vrais critères aujourd'hui. On a besoin de services, d'accès à leur orbite. Il y a la question aussi de l'abolition de ce passager principal. On peut en parler parce que ça a joué effectivement sur les prix et sur la fréquence des vols. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce principe de passager principal, Marino Franito ? Le principe de passager principal, c'est, disons, il y a différentes conditions d'import sur un lanceur comme Vega. On peut avoir des configurations avec plusieurs petits satellites. C'est ce qu'on a fait sur SSMS POC Flight, Proof of Concept, où on a intégré 53 petits satellites. Donc, c'est une mission très complexe. C'est un peu ce qui fait SpaceX aussi avec son offre SmallSat. Donc, ce type d'import, on est dans un type d'import type train où effectivement... disons, où tout le monde doit acheter son ticket, il y a une date de départ, il y a une heure de départ, tout le monde doit être là à la bonne heure, au bon moment, et va être lancé avec les conditions qui sont pareilles pour tout le monde. Puis il y a des lancements de type qu'on appelle piggyback en anglais, ça veut dire il y a un passager principal, et puis on met des petits satellites qui sont importés. Mais effectivement, le nom est un peu, disons, pas très adapté à la situation de Vega. Parce que piggyback, ça veut dire on s'adapte au passager principal. Ça veut dire, et c'est ce qui fait le PCLV, par exemple, ce qu'ils font les lanceurs russes, ce qui fait SpaceX des fois. Nous, on ne fait pas ça. Donc, nous, on n'a pas le passager principal qui impose sa mission et tout le monde s'adapte. On a une mission pour le passager principal qui paye sa place, qui donc couvre la plupart des coûts du lancement. Puis, il nous laisse une capacité qu'on peut utiliser pour remplir avec des petits satellites. Mais on va donc adapter le reste de la mission avec la capacité résiduelle en termes de performance du lanceur et de place à ces petits satellites. On va construire une mission pour eux. Donc, la mission, une fois terminée la mission du passager principal, ça commence la mission pour les petits satellites. Ce qui permet une variabilité aussi, c'est intéressant de le préciser, de la taille des satellites que vous pouvez embarquer dans la fusée Vega. Mais ça dépend de la capacité résiduelle. Donc, par exemple, sur le lancement qu'on a fait VV18 et VV19, on a importé la première fois 5, la deuxième fois 4 petits satellites. On a construit une mission dédiée pour le satellite Unseen Labs parce qu'eux, ils ont demandé une orbite spécifique avec une altitude spécifique autour de 550 km. Le passager principal, il allait beaucoup plus haut, il allait à 625. Et donc, au moment de la séparation, on a réallumé l'étage encore 2 fois, l'étage supérieur de Vega, pour aller sur la bonne orbite. Puis, on ne s'est même pas arrêté là. Parce que nous, et ça c'est la différence avec nos concurrents, on n'en parle pas beaucoup, mais la différence c'est qu'à Vega, la mission ne finit pas au moment de la séparation des passagers secondaires, ça continue, on réallume le moteur parce qu'on fait descendre l'étage pour le faire rentrer dans l'atmosphère
pour laisser l'orbite propre. Disons. Et donc ne pas laisser de débris qui vont représenter un risque et un problème dans quelques années pour toutes les missions dans l'espace. Oui, c'est important de rappeler que cet étage du lanceur, normalement, dérive. Il est beaucoup flexible. Voilà. Et je vous dis encore, avec Vega C, on va passer de 5 réallumages possibles à 8 réallumages possibles. Donc, ça veut dire qu'on peut faire 3 orbites différentes. Donc, sur la même mission, on peut séparer un passager ou plusieurs passagers sur une orbite, changer l'orbite encore, et après encore changer l'orbite pour la 3e fois, et donc servir à 3 missions différentes avec le même lanceur. Clément Gallic, l'objectif, c'est d'envoyer 25 à 30 satellites dans l'espace. Est-ce que ce sera rentable? Est-ce que c'est envisagé? L'objectif, c'est de les envoyer tous de Guyane? Alors, tous de Guyane, comme on le disait, ça va dépendre de la fréquence des tirs. Nous, je pense qu'on a un besoin, au moins en début, de fréquence qui ne permettra pas de tout tirer de Guyane. Ceci dit, on est très content d'avoir l'option Guyane dans notre portefeuille aujourd'hui. Mais après, il faut être réaliste, où nous, on a une société, on doit se déployer. On doit avancer sur les services commerciaux, même si aujourd'hui on est déjà opérationnel. Après, l'histoire de rentabilité, comme je le disais, si on a signé avec Arianespace, c'est qu'on s'y retrouve et c'est pas un problème pour nous. Donc, limite, cette question-là n'est pas la plus importante. Enfin, elle est importante, mais c'est pas celle-là qui va faire qu'on va partir ou pas. Non, nous, on a vraiment besoin d'aller beaucoup et souvent en orbite. Donc on va forcément, je pense, multiplier les différents lanceurs. Ceci dit, sanctuariser et valider l'option européenne souveraine, pour nous, est extrêmement important. Oui, c'est important qu'on revienne sur ce sujet de la souveraineté. Comment on peut le pousser à votre échelle? Par exemple, en étant directeur de la business unit de Vega, vous êtes confronté à ces nouveaux arrivants européens également, qui proposent de créer leur propre lanceur. Quel regard vous portez sur eux? Est-ce qu'ils sont considérés comme des concurrents ou comme des alliés potentiels vers une souveraineté européenne? Alors déjà, merci pour cette question. Je pense que c'est une question très à la mode aujourd'hui et très importante. Moi, je voudrais dire, je pense qu'un point très important, c'est l'écosystème spatial européen. Donc, nous, on a vu, moi, je vois dans mon métier, dans les interfaces avec les clients, j'arrive à avoir un regard un peu sur l'espace au niveau mondial, en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Russie. Et on voit que les États-Unis ont pris une avance par rapport à l'Europe, surtout dans l'espace, dans le New Space, et dans la création d'un écosystème commercial dans le New Space. Donc, les applications dans l'espace, avec notamment une retombée sur Terre, mais même des avancées technologiques et tout ça. Quand on a fait la mission SSMS Spock Flight, on a vu que 90% des clients venaient des États-Unis, parce que les entreprises étaient surtout basées aux États-Unis, les startups, les investisseurs, les venture capitalists, ils ont investi énormément d'argent aux États-Unis. L'Europe est restée un peu en arrière parce qu'il y avait surtout un écosystème institutionnel en Europe. Donc c'était surtout l'ESA, la Commission européenne, qui commence aussi à pousser ces initiatives, les centres de recherche, les universités, les spin-offs des universités, tout ça. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de start-up comme Ansil Labs. Mais là, on les voit arriver. Il y a des start-up, par exemple, Venture Orbital System, qui propose de créer son propre lanceur. Absolument. Il y en a des start-up allemandes aussi, qui sont positionnées sur ce secteur-là. Donc, comment on va travailler avec ces start-up? Déjà, ce que je voulais dire, c'est que je pense que nous, on a une tâche très importante avec SSMS qu'on a essayé de créer à Arianespace, que j'ai beaucoup poussé la création de ce service. Je pense que c'est vraiment fondamental pour l'écosystème européen d'avoir une solution de lancement à bas coût en Europe, pour éviter de devoir aller aux États-Unis, de devoir aller en Inde pour lancer un petit satellite. Donc, cette question de souveraineté est très importante. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos solutions de lancement. Le fait qu'il y ait d'autres start-up qui commencent aussi à se lancer dans ce domaine, je pense que c'est très bien pour l'Europe. Je pense que c'est ce dont l'Europe a besoin pour se développer, et pour avoir une croissance technologique et économique dans ce qui sont les nouvelles applications. Donc, on a besoin de cette croissance. Donc, mais il faudrait porter cette croissance, justement, et ce sera notre conclusion, peut-être, avec des fonds d'investissement.
il faut investir dans la space tech européenne. C'est un sujet auquel vous avez été confronté. Vous avez réalisé une levée de fonds, vous? Oui, alors depuis la création, on a levé à peu près 27 millions d'euros, dont 20 millions d'euros en avril dernier. Donc on a trouvé des partenaires aujourd'hui français. Oui. Donc on a l'État. Mais c'est difficile. France. Ça s'est plutôt bien passé, on va dire, dans notre cas, mais on avait aussi l'avantage d'avoir déjà démontré en orbite nos capacités, parce qu'on est opérationnel depuis 2020, on avait déjà des clients, ça fonctionnait. Donc en fait, là, on a pu faire surtout rentrer des fonds d'investissement financiers. D'accord. Donc pour nous, c'est aussi rassurant. Donc il faut avoir de quoi démarrer, quoi. Il faut avoir de quoi démarrer. Ceci dit, notre première levée de fonds de 7,5 millions, on n'avait que des PowerPoint. Oui. Donc on a quand même réussi à avoir la confiance de nos premiers partenaires. D'accord. Une conclusion, comment on pourra pousser, comment on pourrait motiver les investisseurs à venir en Europe? Je pense que la meilleure façon, c'est le succès de VV19, de Unseen Labs. C'est le meilleur exemple et la meilleure façon de pousser les investisseurs à venir en Europe. On a des capacités de lancement, on a des capacités satellitaires basées sur des solutions à bas coût. On a des entreprises et des entrepreneurs de succès et comme Unseen Labs, comme Clément. Et donc, je pense que ça, c'est la meilleure façon de pousser les investisseurs à venir en Europe. Et aussi aux investisseurs européens de se réveiller, de comprendre que c'est vraiment dans l'espace qu'il faut investir pour l'avenir. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Tech et de Smart Space. Merci à vous, Marino Franito, directeur de la Business Unit de la fusée Vega, et à vous, Clément Galli, cofondateur d'Unseen Labs. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de Smart Tech. On se retrouve la semaine prochaine sur Bismart.